Bienvenue dans l'univers du Sweet Papy Podcast. Aujourd'hui, nous rendons visite à Christina, expatriée en Angleterre depuis 5 ans avec son mari et ses 2 enfants. Lorsqu'elle apprend que sa maman est atteinte de la maladie d'Alzheimer, elle se retrouve confrontée à la difficile question de l'équilibre familial entre choisir de gérer de loin la maladie ou rentrer en France. Elle a accepté, malgré le contexte, de nous confier toutes les étapes décidées en famille, ainsi que son approche personnelle du deuil blanc. Orchestrer le quotidien de nos aînés est un engagement qui bouleverse une vie, un défi journalier très intense. Heureusement, dans ce podcast, vous allez pouvoir compter sur des conseils pratiques, une information claire et du soutien. Tous les vendredis, je vous fais découvrir d'attachantes histoires de famille et des témoignages de professionnels pour vous accompagner dans ce challenge émotionnel et logistique. Donc je vis au Royaume-Uni depuis 5 ans et j'ai suivi mon mari qui a eu une opportunité professionnelle là-bas. Avant, j'étais responsable de communication et en partant en expatriation pour la 3e fois dans ce nouveau pays, j'ai décidé de monter un podcast à destination des expatriés. Je l'ai appelé Expat Heroes. Donc l'objectif, c'est de montrer l'expatriation loin des clichés, vraiment la réalité de l'expatriation, parce que quand on part à l'étranger, on se dit oui que ça va être magnifique, que l'herbe est plus verte ailleurs, et en fait pas forcément. C'est assez difficile de s'adapter à une nouvelle culture, à une nouvelle langue, à un nouveau pays. C'est ce que j'avais envie de montrer dans le podcast, plein de gens qui s'adaptent à l'étranger, qui réalisent des projets tous autant intéressants les uns que les autres. Dans un de tes épisodes de podcast en novembre 2017, tu as interviewé 2 psychologues sur la douleur de l'éloignement avec un proche malade. Est-ce que tu peux nous en parler ? Dans le podcast, il y a des interviews de francophones expatriés, mais j'avais aussi envie de répondre aux difficultés qu'on pouvait rencontrer en expatriation. Fin d'année 2016, j'ai appris que ma maman est atteinte de la maladie d'Alzheimer. Elle avait été diagnostiquée en fin d'année. Et je me suis dit que cette difficulté-là, d'être loin de sa maman ou de son père ou d'un membre de sa famille malade parce qu'on se trouve à l'étranger, pouvait être une difficulté que rencontraient aussi mes auditeurs. Donc, j'ai décidé d'interviewer 2 psychologues pour leur poser la question de comment on gère ça au niveau psychologique, d'être loin, parents malades. Oui, parce qu'il y en a une des 2 qui dit une phrase très intéressante et qui m'a interpellée justement. En expat, on est tous confrontés à cette idée que nos parents sont en train de vieillir alors qu'on est parti loin. Il faut soulever ce tabou. Quand on part, on se dit qu'on va faire sa vie à soi, et on se dit qu'on va faire sa vie et on quitte le nid, et nos parents le comprennent tout à fait. Sauf que quand on est loin, c'est moins facile qu'on ne le pense de prendre la voiture et d'aller retrouver papa, maman, et surtout dans le cas d'une maladie neurodégénérative comme celle d'Alzheimer, il y a une perte d'autonomie qui est très importante, et là on peut pas être auprès de la personne malade pour l'aider au quotidien. On se sent très rapidement coupable, et puis aussi coupable de ne pas être là pour aider, là en l'occurrence aider mon papa qui s'occupe de ma mère au quotidien, parce que c'est une maladie vraiment dont les difficultés se vivent au quotidien. On pense souvent à la perte de mémoire. Il n'y a pas que ça. D'ailleurs, c'était ma première préoccupation de me dire elle va pas se souvenir de moi. On est 6 ans après, elle se souvient encore de moi. La vraie difficulté, c'est la perte d'identité de la personne. C'est-à-dire que ma maman que j'ai connue il y a 6 ans, c'est plus elle. C'est-à-dire que tous ces traits de personnalité, du fait de sa perte de mémoire, de sa perte d'autonomie, ils ont disparu. C'était une personne extrêmement dynamique, qui prenait les devants, qui gérait toute la logistique de la maison. Et aujourd'hui, c'est pas le cas. Il y a des parties d'elle qui sont plus là. Il y a toujours cette petite lueur de personnalité, de vitalité en elle qui est encore là. C'est extrêmement difficile à vivre en se disant que aussi le temps, il passe et on est loin. Et la maladie, elle progresse, elle se met pas en pause en attendant qu'on revienne.
Elle est là la difficulté de sentir que l'autre nous quitte, que l'autre s'en va quelque part et d'être loin, de ne pas pouvoir mettre le temps sur pause. Et si tu étais près d'elle, pas loin d'elle, qu'est-ce que ça changerait en fait? Qu'est-ce que tu pourrais faire? Ça serait plus par rapport à ton papa au niveau de l'aidant pour l'appuyer, ou ça serait plus de la présence vis-à-vis d'elle, ou tout simplement les deux? Au départ, je pense qu'elle se rendait encore compte de sa maladie, que la maladie était en train de la toucher, de la frapper. Donc, c'était vraiment d'être là auprès d'elle pour la soutenir. J'en avais parlé à son médecin qui m'avait dit: «Mais vous savez, en fait, vous culpabilisez parce que vous n'êtes pas là auprès d'elle, mais c'est votre père qui va avoir besoin de vous». Et effectivement, mais je l'ai compris après, hein, c'est une charge mentale qui est énorme parce que ça dépend des couples évidemment, mais dans le cas de mes parents, c'est ma maman qui gérait toute la logistique. Et là, les rôles se sont inversés. Certes, moi aussi, je vois la maladie progresser, enfin, mois après mois, mais lui, papa, il voit la maladie progresser, c'est jour après jour, c'est minute après minute. Et c'est un deuil de sa vie d'avant, de sa vie de couple d'avant qu'il est en train de faire. Moi, j'ai mon deuil aussi à faire, c'est-à-dire que j'ai le deuil de la maman que j'avais, qui n'est plus la même si je continue à avoir un contact avec elle, bien sûr, ça ne sera pas, la relation n'est plus la même. On s'appelle plus tous les jours parce que il y a forcément perte de langage. À Noël, c'est moi qui prends les commandes pour faire le repas. Toutes ces petites attentions quotidiennes qu'on pouvait avoir, les repas, toutes les traditions familiales, c'est moi qui reprends les devants. C'est-à-dire que avant c'était elle qui me couvait et là c'est moi qui reprends un peu les rênes de l'organisation familiale. Ouais, pour répondre à ta question, c'était surtout ce que j'aurais pu effectivement apporter du fait d'être auprès d'elle, c'est au départ en tout cas essayer de la soutenir davantage, comprendre ce que ça impliquait, parce qu'il y a eu un fort déni de sa part au début, elle l'a jamais accepté au final. Aujourd'hui, elle vit avec sans comprendre vraiment ce qui lui arrive et là c'est la maladie qui a pris le dessus sur sa raison, donc il y a plus cette question-là qui se pose. L'âge de ta maman et de ton papa? Mon père, il est né en 1948, donc il a 74 ans. Et ma maman, elle a 72 ans, mais elle a contracté la maladie juste après être arrivée à la retraite, à l'âge de la retraite. Donc elle a été très jeune, elle avait 65 ans. C'était d'autant plus difficile que, moi, j'ai pas encore 40 ans. Mes enfants sont encore tout jeunes. Je sais que, en fait, ils ne connaîtront jamais ma mère telle que je l'ai connue moi. Le souvenir qu'ils vont garder d'elle, c'est d'une femme malade. Et du coup, je leur parle souvent d'elle au passé en disant mais elle était comme ça, elle aurait dit ça, etc. Et c'est toute la complexité, le paradoxe de cette maladie, c'est de parler de la personne malade au passé alors qu'elle est encore vivante. Et donc ça montre bien que il y a une part de son identité qui est partie. Donc je trouve que c'est vraiment difficile de finalement l'avoir perdue quelque part, mais elle est toujours là. C'est le deuil blanc, hein, c'est Ouais, c'est c'est terrible, ça. hein, c'est terrible, hein, ouais, Ouais. tout à fait. Au moment de l'annonce de la maladie de ta maman, est-ce qu'il n'était pas possible de la transférer plutôt avec ton papa en Angleterre? C'est-à-dire qu'il vienne habiter près de vous? Il y a eu tout le Brexit là qui s'est mis en place ces dernières années et on l'a très vite exclu parce que déjà pour nous, il a fallu faire les démarches de visa. En plus, en termes de logement, on n'aurait pas eu la maison assez grande, mais c'est vrai que oui, ça m'a traversé l'esprit de me dire comment on peut faire? Est-ce qu'eux, ils viennent? Donc là, c'était exclu à cause des problèmes de visa, ou alors est-ce que nous, on rentre? Mais là, ça aurait été mettre fin à un projet familial qui était important pour nous. Et là aussi, c'était hors de question. Il y a par contre une question qui s'était posée, c'était parce que mes parents sont d'origine portugaise et ils ont aussi une maison là-bas. Et on s'était posé la question, est-ce qu'il n'aurait pas été mieux pour mon papa de retourner au Portugal, dans leur maison, dans un village où il avait plein de connaissances et beaucoup plus de liens sociaux pour finir ses jours là-bas et continuer néanmoins à recevoir leur traitement de santé là-bas. On a vite exclu cette idée-là. En tout cas, mon père n'avait pas la force de gérer tout un déménagement et donc ils ont fait le choix de rester en France.
parce que je suis pas fille unique, hein. J'ai aussi mon frère qui est en France et qui a pu, dans les périodes de la maladie où ma maman elle fuguait beaucoup, qui a pu être sur place pour pouvoir aider mon père au quotidien, de façon différente, bien sûr, à ce que j'aurais moi pu apporter, mais en tout cas qui est sur place pour les aider. Et ça, c'était plus important que d'être au Portugal, quoi. D'accord. Parce que justement, c'était dans cet épisode du podcast avec les 2 psychologues, elles insistaient particulièrement sur cette remise en cause de la vie familiale quand ça se passe. Donc, Ouais. c'était intéressant d'avoir ta position, effectivement, parce que tu as 2 enfants aujourd'hui. Oui, oui. Donc, ça voulait dire d'un seul coup changer la vie de 4 personnes Oui, en c'est ça. rentrant en France, hein. C'est ça. Et au final, on peut se dire, on va culpabiliser forcément d'être loin, mais dans le cas inverse, si j'avais été sur place, j'aurais négligé ma cellule familiale que j'ai créée. C'est-à-dire, j'aurais été tous les jours chez mes parents pour m'occuper de ma maman et je sais pas comment j'aurais tenu le coup. La réalité, c'est que cette maladie, elle demande quand même des soins. Donc aujourd'hui, mon papa, il est accompagné à domicile pour la toilette de ma maman. Ce que je peux lui apporter et ce que je fais le mieux à distance, eh bien, c'est justement un soutien psychologique et c'est de ça dont il a le plus besoin aujourd'hui. Et je peux apporter cela avec force, avec recul, avec amour, parce que je suis loin. Si j'avais été sur place, j'aurais été, je pense, dans la même fragilité avec laquelle il se trouve actuellement, avec la même sensibilité. Je ne sais pas si j'aurais pu le soutenir psychologiquement de façon aussi efficace que je le fais aujourd'hui, en étant loin. Comment il va aujourd'hui? C'est très difficile, c'est très fluctuant. On a la chance quand même d'avoir des oncles et tantes qui sont très présents, donc ils vont le voir chaque semaine. Mais au niveau des amis, forcément, la maladie, elle évolue et elle fait peur, faut le dire. C'est vrai qu'on voit la personne avoir des réactions qu'on n'a pas l'habitude de voir, des retours à l'enfance, des fous rires et ça, les amis sont pas habitués et ils ne retrouvent plus la femme avec qui ils étaient amis avant et ça peut vraiment faire peur. Donc forcément le cercle familial, le cercle amical va se réduire assez Ouais, fortement. ça se restreint très rapidement Ouais, dans les ouais. Mais il est accompagné, comme je le disais, il y a une personne qui vient pour la toilette de ma maman. Il y a aussi les accueils de jour. Je sais pas si tu connais, Anne? oui, 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 je Des connais, oui. structures d'accueil de jour Oui, qui oui, oui. permettent d'accueillir les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et qui offrent un temps de répit aux aidants. Donc, quand c'est le cas, mon papa, il va aller boire un café avec ses copains, il va aller faire son tour, faire son bricolage et il retrouve un peu plus de liberté parce que ça demande une attention quotidienne comme un enfant de 2 ans finalement. Vraiment être attentif à ce qu'ils ressentent parce qu'en fait, c'est comme un enfant, c'est-à-dire que ça va devenir des éponges, des vraies éponges émotionnelles. Même s'ils vont plus trop comprendre le langage, ils vont comprendre l'intention derrière le langage, la tonalité de la voix et ça, c'est important qu'ils soient dans un cadre vraiment à l'écoute, qu'ils soient affectueux, et ça peut que les aider. Je pense que là, les crises de pleurs de ma maman, que je n'ai pas eu à Noël, c'était grâce à cet environnement chaleureux qu'on a pu apporter, avec mon mari et mes enfants. Parce qu'on a vraiment passé on a eu des moments de joie, avec elle. Elle a senti les bonnes ondes et voilà, ça fait du bien. On peut encore avoir des moments agréables en famille, malgré la maladie. Et vous avez des contacts réguliers par exemple par WhatsApp, sur tablette, vous vous voyez? Elle vous voit? Elle discute un peu avec vous? Alors ça, c'est très, très difficile, ouais, c'est un point que tu soulignes, Ou c'est avec ton père? Parce que moi j'ai souvent ouais. mon père, sur WhatsApp. Ça, c'est en fait le téléphone, c'est impossible parce que du coup, elle, je sais même pas si elle reconnaît vraiment ma voix et puis surtout, elle se dit: «Mais qu'est-ce que c'est que cet appareil?» en fait, elle comprend pas parce elle comprend plus à quoi ça sert et pourquoi on parle là-dedans, hein. Il y a vraiment un besoin de contact, visuel
Et heureusement qu'il y a WhatsApp, oui. Donc on se fait des vidéo calls assez régulièrement avec mon papa et ça lui permet aussi de voir les enfants et on sait à quel point les enfants apportent de la joie aux personnes âgées, de la vie à la maison. Des fois, il s'est plaint un petit peu du bruit environnant, mais C'est il parce qu'il m'a était dit au pas téléphone habitué. que Ouais, ça lui ça a lui fait du apportait bien. surtout de la joie. Ouais. Ouais, c'est sûr, c'est évident. Ouais, on essaye vraiment de s'entraider et je trouve qu'on se complète vraiment bien, en tout cas avec mon frère, pour appuyer notre papa au maximum. Donc aujourd'hui, tu gères en parallèle de ta profession et de ton rôle de maman un excellent podcast qui s'appelle Expat Heroes. C'est un univers audio où tu rencontres tous les mois des personnes expatriées, tu donnes plein de conseils, c'est ce que tu as expliqué au début de cet épisode. Tu peux m'en parler un petit peu plus? Expat Heroes est destiné non seulement à ceux qui sont déjà installés à l'étranger, mais surtout à ceux qui se préparent à un projet d'expatriation. Il y a beaucoup d'auditeurs qui sont en France et qui écoutent le podcast pour bien se préparer parce que quand on s'expatrie, on imagine que c'est que de la paperasse et en fait, il y a beaucoup plus parce que on va devoir s'adapter à une nouvelle culture, à un nouveau pays et retrouver ses repères à l'étranger, c'est extrêmement compliqué parce qu'il va falloir retrouver un sens à une vie. On croit souvent que, en fait, on va juste prendre sa vie qu'on a en France et on va la mettre ailleurs, dans un cadre plus ou moins paradisiaque. Mais en fait, c'est c'est pas si simple parce Ça, qu'il c'est va simple. vraiment falloir se retrouver, se recréer une routine et donner un nouveau sens à sa vie, en fait. Et t'as un épisode avec un retraité qui est parti en Thaïlande, qui est parti Oui, prendre sa oui, oui. retraite en Thaïlande. Oui, tout à Hein. fait, oui. Mhm. Alors, c'était une rencontre vraiment sympathique parce que, bon, déjà, un franc-parler extraordinaire, c'est Jean-Pierre Denoy et il a monté une activité touristique en Thaïlande. Il a rencontré sa femme, en fait, à Bruxelles parce il était directeur commercial. Oui, et sa femme est d'origine thaïlandaise. Il a décidé de refaire sa vie avec elle et ils ont monté une activité touristique, ils ont adopté des enfants, enfin voilà, c'est une très belle histoire sur le pont de la Oui, rivière Kwai. ouais, tout à fait. C'était une jolie histoire et puis ça me plaisait bien de me dire finalement quand on est retraité, on peut partir aussi à l'autre bout du monde. C'est aussi ça une part de bonheur. C'est pas parce qu'on fait pas forcément ça que quand on est jeune. Oui, c'est ça, parce qu'il y a pas forcément que des jeunes ou que des personnes qui suivent leur mari comme moi pour une raison professionnelle. Il y a aussi effectivement des personnes qui vont finir leurs vieux jours à l'étranger et j'ai envie de dire pourquoi pas, hein. On peut avoir plusieurs vies en une. C'est ça qui est génial. Ouais, c'est super. En tout cas, c'est un très beau podcast. Moi, je suis pas concernée par l'expatriation, mais j'aime bien tout ce qui est voyage, donc je t'écoute. J'entends des gens qui sont partis à l'autre bout du monde, qui ont eu des expériences plus ou moins négatives, hein, parce que tout n'est pas rose, c'est ce que tu disais. Mais en tout cas, c'est super intéressant et j'invite vraiment les auditeurs à venir t'écouter aussi. Je mettrai le lien de ton podcast. Voilà, on arrive à la fin de cet entretien et je voulais te poser la question que je pose à tous mes invités finalement. C'est si tu avais une baguette magique aujourd'hui, si tu avais la possibilité de changer quelque chose, qu'est-ce que tu ferais? Alors, sans surprise par rapport à ce que je vous ai raconté, ce serait le pouvoir de me téléporter en un claquement de doigts, si je pouvais, voilà, me retrouver à côté de mon papa quand il est en difficulté avec ma mère ou voilà, si j'ai envie de passer un moment avec ma maman, juste écouter de la musique avec elle, ça ce serait un super pouvoir. Et puis le super pouvoir de redonner la mémoire. Ça ce serait ce serait super. Ouais, qu'il y ait plus la maladie, ça, c'est plus compliqué, mais il Ouais, faut espérer. C'est bien pour ça que ça s'appelle une baguette magique. C'est bien. En tout ouais. cas, je suis ravie de t'avoir eu, Christina, parce que maintenant on se connaît depuis presque un an bientôt. Tu sais que ma mission dans ce podcast est de développer un accompagnement de qualité dans le quotidien des Sweet Papy et d'anticiper toutes les étapes de la dépendance. Donc, je te remercie vraiment pour ta participation parce que ça permet d'avoir une autre perception sur ce sujet un peu difficile du Ouais. tabou de la mort ou de l'éloignement. Tu sais que moi, je suis à 600 kilomètres aussi de mon Sweet Papy, donc c'est quand même 5 heures de route aussi, donc c'est pas tout près. Ouais. Qu'effectivement, même en expatriation et surtout en expatriation,
le sujet est encore plus difficile quand on est éloigné. Pour finir sur une note un peu plus positive, mais néanmoins pleine d'émotions, c'est que ce que j'ai constaté avec cette maladie, où il y a la mémoire qui s'efface peu à peu, il y a néanmoins une mémoire du cœur qui reste. C'est-à-dire qu'il y a une mémoire du toucher, une mémoire de la musique. Je ne sais pas si tu as vu cette vidéo sur YouTube d'une personne âgée qui était une danseuse et en fait qui se souvenait des mouvements qu'elle avait exercés avant. Ouais, tu la vois avec les mains, elle a les mains qui de danseuse, c'est ça. Incroyable. C'est ça. Ouais, tout à fait. C'est incroyable. Et évidemment, ma maman a perdu de la mémoire, de l'autonomie, mais il y a toujours un lien entre nous qui j'espère sera là encore longtemps. En tout cas, j'essaye avec le toucher, avec la musique, avec ma voix de la stimuler. Voilà, c'est super. En tout cas, merci mille fois pour ça. Il y a une deuxième chose positive sur cette maladie. On peut toujours tirer des leçons des difficultés qu'on peut rencontrer, mais cette maladie d'Alzheimer, elle nous aide aussi à vraiment prendre conscience du moment présent et à profiter de ce moment présent. Parce que quand on va discuter avec son sweet papy ou sa sweet mamie ou un proche qui est malade, on va souvent lui dire « mais qu'est-ce que tu as fait ce matin ? Et est-ce qu'on n'irait pas se promener la semaine prochaine ?» Et en fait, c'est des choses qu'on peut plus dire à un malade d'Alzheimer parce qu'il va pas se souvenir de ce qu'il a fait la seconde d'avant, ni de ce qu'il va faire plus tard, parce qu'il a plus cette préoccupation-là. Et là, on va être dans le moment présent, on va interagir un peu plus avec lui. Et je dirais que cette maladie, en tout cas, m'a fait prendre conscience de l'importance de passer des moments au présent et d'arrêter de toujours être tourné dans le passé ou alors d'être trop préoccupé par l'avenir. Voilà. En conclusion, cet éloignement de la cellule familiale, lorsqu'un décès ou une maladie grave touche nos proches, questionne en fait aussi sur nos racines et nos propres objectifs. Car l'expatrié aidant face à la maladie d'Alzheimer ou toute autre forme de maladie neurodégénératrice doit réussir à surmonter l'épreuve d'un au revoir, finalement transformé en adieu, pour poursuivre son cheminement. Et j'ai l'impression que ça implique aussi un renoncement à certains projets, comme celui d'un retour vers la famille telle qu'elle fut laissée, ou de retrouvailles qui ne se feront plus comme avant. Voilà, je remercie Christina pour toute son énergie et son courage dans son témoignage. Il me semblait important d'aborder également cette problématique auquel on ne pense pas forcément et qui reste malgré tout encore tabou aujourd'hui. Encore merci d'avoir suivi cet épisode et ce partage intime. Si les thématiques abordées dans ce podcast vous ont intéressé ou vous êtes éventuellement concerné, retrouvez-moi également sur Instagram, Facebook ou contactez-moi par mail. Je me ferai un plaisir d'en discuter avec vous et pourquoi pas de vous interviewer. Pensez également à partager ce balado et pour profiter de la suite, abonnez-vous. Enfin, pour m'aider à le faire connaître, notez 5 étoiles sur Apple Podcast avec un petit commentaire. Allez, à très bientôt et d'ici là, prenez soin de vos proches.